similitude de vos parcours, c'est que être agriculteur, c'est pas juste, alors pardon Denis, hein, mais c'est pas juste conduire un tracteur et s'occuper des champs, c'est être vraiment entrepreneur, savoir compter. Vous avez tous fait des études. Ça va un peu à l'encontre des images qui peuvent être encore véhiculées sur les agriculteurs. Alors les images, on y arrive. C'est quelque chose que je mets en avant beaucoup à nos étudiants. On est dans une génération du numérique et donc moi je leur demande de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est loin d'être la Bible. Et quand ils ont des questions, ou quand ils ont des affirmations, je leur demande déjà de vérifier aussi leurs sources et après on en discute. Et voilà, il faut vraiment aller chercher la vérité, quoi. Quelles sont les complexités que vous rencontrez aujourd'hui et quels sont les points aussi très positifs que vous rencontrez les uns et les autres aujourd'hui dans vos travaux respectifs? Bon, je vais faire l'ancien puisque je suis le plus vieux agriculteur. Là. C'était beaucoup plus simple dans les années 80 de s'installer. Exactement comme disait Henri. À l'époque, en fait, on nous proposait des terres, c'est-à-dire que vraiment, il y avait déjà un certain nombre d'agriculteurs qui reprenaient pas, les enfants ne reprenaient pas, et donc on avait beaucoup de facilité à trouver des terres pour travailler, ce qui est aujourd'hui beaucoup moins le cas. Ensuite, on voulait travailler, on travaillait. Voilà. C'est un métier, bon, plus on travaille, normalement plus on gagne, à l'époque. Et aujourd'hui, avec les réglementations, avec les administrations, vous avez vu les manifestations des derniers mois, je dirais que plus on travaille, moins on gagne. Voilà. Et plus on travaille à faire du papier, moi personnellement, c'est à peu près 2 heures par jour, et minimum, sous l'urgence. Donc c'est pour ça qu'on se lève tôt, en fait. C'est déjà pour régler les problèmes administratifs, sans compter les mails et tous les trucs. Voilà. Et c'est à tout niveau. C'est-à-dire que je profite qu'il y ait des élus. Ça commence par le problème de la mairie, qui pose nous aussi quelques petits problèmes. Chez moi, il n'est pas chez moi. Si, chez toi aussi. Et chez tout le monde, parce que c'est bon, c'est les réglementations. Et voilà, et ça remonte bien sûr jusqu'au gouvernement, jusqu'à l'Europe, jusqu'à tout ce que vous voulez. Mais c'est ça qui devient. On a des contraintes qui des fois on les comprend pas, qui sont un peu absurdes, que nous on trouve absurdes. Maintenant peut-être qu'il y a des logiques derrière, mais voilà. Oui, Serge, je dis on les comprend pas non plus, je souscris, hein. Parfois on les comprend pas non plus, et c'était une plaisanterie, parce qu'on essaie de les résoudre avec vous quand même. Hein. Voilà, donc, et quand je vois, alors je vais passer aux deux qui sont des jeunes installés, les complexités sont peut-être plus compliquées que j'ai eues moi. Oui, donc du coup sur le côté administratif, on passe des heures et des heures entières et au bout de... Moi j'ai réussi à avoir certains organismes au bout de plus d'1 an en fait, à passer des téléphones, à payer les cotisations qu'il faut, etc. et à être plus ou moins installé 100%. Donc ça en effet c'est quelque chose qui dans nos métiers actuels... Ils doivent être vraiment simplifiés parce qu'on passe trop de temps devant l'ordinateur et au téléphone avec les organismes et pas assez du coup sur le terrain, ce qui est vraiment notre cœur de métier à la base. Une journée type, Anaïs? Il n'y en a pas? Il n'y en a pas chez les agriculteurs, des journées type? Moi perso, pas forcément. On se lève et on voit l'urgence de ce qu'il y a à faire et les jours où il pleut, on fait un peu plus de paperasse parfois et voilà. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque agriculteur est différent, en fait. Et même au même sein par exemple, moi, au sein de mon exploitation, c'est pas à Riem, la météo est pas la même, par exemple, à Riem d'ici. Donc des fois, il pleut plus là-bas qu'ici, et donc on ne travaille pas les terres en même temps. Si vous remarquez, il y a à peu près 15 jours d'écart entre 10 km. Donc chaque exploitation est différente et au même sein de l'exploitation c'est encore différent, sans compter notre histoire, nos argents, etc. Donc de faire des généralités, c'est ça pose problème. Et donc les réglementations sont des généralités et qui, pour certains s'appliquent, mais il y a toujours des cas où ça ne rentre pas dans le cadre. Voilà, c'est ça le gros souci. Et il y a un autre souci, c'est que toutes nos productions, alors bon, une vache, c'est pas immédiat de faire du lait. Moi je fais des arbres, donc c'est absolument pas immédiat, même la plantation de légumes,
c'est pas en claquant des doigts qu'on peut le faire. Donc il y a toujours un délai et le temps agricole est un temps long. Le temps politique, malheureusement, est un temps beaucoup plus court. Beaucoup trop court par rapport au temps agricole. Donc c'est ça le vrai combat. Bernard, les contraintes ou Gervais, peu importe. Oui, contraintes, Enfin, pas et puis les points aussi d'espoir. oui, donc, je partage ce qui a été dit là. C'est vrai que y a la réglementation, il faut la suivre et essayer de ne pas se faire dépasser par les contraintes administratives et répondre en temps et en heure. Pour pas... Après, le plaisir, c'est de planter quelque chose et d'avoir un résultat au bout d'un an ou au bout des quelques mois, d'avoir une récolte. C'est ça qui est gratifiant dans le métier. Mais on subit toutes les contraintes administratives et puis les contraintes climatiques qui deviennent de plus en plus aléatoires avec le climat qui évolue et qui est difficile pour avoir des récoltes régulières. Bon, moi, je suis un sec sans irrigation, donc je subis complètement la météo. Je suis obligé de le faire avec ce qui tombe du ciel ou qui ne tombe pas. Quand ça tombe trop ou parfois pas assez. Marc. Bon, moi, j'ai rencontré une informaticienne, donc ça m'aide énormément. Tout ce qui administre. Voilà, il faut faire des choix des fois. Et ensuite, j'ai des clients qui sont extraordinaires. Quand je leur dis l'herbe elle est haute, le colis sera gros, l'herbe elle est basse, le colis sera petit. Et ça leur va. Ils savent pas combien il y a de côtes dans un agneau, ça leur va. Ils font confiance aussi. Donc je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on a à peu près tous les mêmes clients. Il ne faut pas rêver. Quand ils achètent local de partout. Des légumes, de la viande. Donc, et c'est ce qui est chouette, c'est que ces gens-là, c'est grâce à eux qu'on vit. Et ils sont compréhensibles sur toutes nos contraintes. Des fois, on n'a même pas besoin d'expliquer. D'ailleurs, souvent, ils arrivent. Attention, Marc, j'ai que 10 minutes. Parce que sinon, je refais le monde. Et du coup, c'est vrai que l'administratif, c'est du travail. Et on aimerait ne pas dépendre des aides, tout ce qui aide. Parce que bon, après, on fait chasseur de primes à la fin. Et et tout ce qui est climat... on doit s'adapter avec le climat, donc on doit modifier nos méthodes. Et c'est ce qui rend un peu aussi le métier, je dirais, chouette, parce que finalement, c'est un peu un challenge chaque année de comment on va faire, comment on va s'adapter. Et donc moi, je fonctionne avec 3 lots de brebis. Et je fais annuler avec quelques semaines d'écart, comme ça, des fois j'ai un lot qui a super bien marché parce qu'il est né au bon moment avec les bonnes pluies. Celui qui a un peu moins marché, j'ai l'option saucisse steak merguez qui va être décalée. Et en fait, avec ce système-là, 3 lots pour un, c'est pas mal. Donc on adapte. Et par contre, même les méthodes par rapport à mes parents, mes parents étaient en bergerie. Moi, je fais du 100% plein air. Je suis retourné sur de la rusticité. Donc avant, souvent j'ai des stagiaires qui viennent, ils disent, je leur dis, oubliez tout ce qui est rendement, prolificité, tout ça là. Chez moi non, c'est rusticité, instinct maternel. Et je pense que c'est pas mal comme méthode. Et donc maintenant j'attends les chiffres qui vont aller avec, au niveau comptable, que ça devrait rentrer. Et l'idée c'est que d'autres éleveurs s'installent comme dans le même principe, donc avec un moindre coût. Donc c'est baisser les coûts d'investissement et la vente directe. Voilà. Ça vous permet de rentrer dans le fond ? Je suis pas mal, donc je vis bien, je suis assez heureux. Un agriculteur heureux. Voilà. Donc c'est votre message aux gens qui sont là, un agriculteur heureux ? Oui. J'ai gagné 10 ans de vie, par rapport à l'aéronautique. Bon, voilà un message optimiste. Le vôtre ? Ah, message optimiste. Non, message optimiste. Moi, je crois quand même il faudra toujours manger, donc il faut toujours des agriculteurs. C'est ce qu'on peut dire. Il faut toujours produire la nourriture, et bon, après, voilà, je sais pas quoi. Moi, j'y crois au métier aussi, de toute façon, donc.
moi ça va aussi, donc à peu près je m'en sors assez convenablement, donc je me plains pas trop. Denis? Oui, on est heureux, oui, bien sûr. Non, mais sinon, on a la possibilité d'arrêter. Enfin, moi, j'ai pas d'état d'âme là-dessus. Si ça convenait pas à ma façon de vivre et tout ça, c'est la seule difficulté qu'on a, c'est que plus ça va, plus on a des difficultés qui sont extérieures. Parce que l'aléa climatique, bon, moi, ça fait 40 ans que je travaille. Franchement, j'ai jamais eu la même année météo. Franchement, l'aléa climatique, moi, je sais pas ce que ça veut dire parce que chaque année, c'est une année où il y a un truc spécial en termes de météo. Donc, bon. Après, il y a notre aléa de mon travail, de ma capacité à travailler. Hein. Des fois, je suis un peu plus feignant que certains jours que d'autres. Bon, ça, c'est moi qui gère. Et vraiment, tout ce qui est pesant, c'est tout ce qui est aléa extérieur. Donc, bien sûr, on a parlé des normes. Puisqu'on est là pour ça aussi, de tout ce qui est agribashing ou de suspicion de certaines personnes de pas nous accuser, mais de pas faire penser qu'on est des pollueurs, qu'on est des gaspilleurs d'eau, qu'on est je sais pas quoi. Enfin bon, bref, tout ça qui nous pèse parce que franchement, peut-être que je pollue, peut-être que je gaspille de l'eau, mais je le fais pas exprès, quoi. Voilà. Et je le fais pas volontairement en tout cas. Et je vois pas comment je peux faire autrement. Donc aujourd'hui, on compte beaucoup sur la science, on travaille beaucoup avec les scientifiques, on espère qu'ils vont nous trouver des solutions, mais nous, on fait au mieux de ce qu'on peut faire. Et ce poids-là, quand même, est un peu lourd, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis un pré-retraité, mais voilà. Mais c'est vrai que, non, c'est un joli métier. Quand on travaille, enfin, la nature, l'avantage, c'est qu'elle nous rend de suite. On travaille et la plante, elle est vachement plus jolie le lendemain. Et elle nous remercie presque du travail. Enfin, c'est un peu une image de ça, mais quand on fait un champ, quand on laboure un champ, on prépare, on sème, on voit la beauté du travail. Et franchement, le soir, on se couche content d'avoir très très bien travaillé. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui me fait plaisir. Et j'avoue que quand il y a, dans le champ, par exemple, là, actuellement, les noisettes sont en train de sortir, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir plein de noisettes. Et là, on se dit, c'est bon, on tient le bon bout. Jusqu'à l'orage ce soir, peut-être, et à la grêle qui va arriver demain, mais voilà, on tient le bon bout, on y croit. Moi, ce que j'aime du coup dans mon métier, c'est vraiment le contact avec le client et le fait de les voir venir sur ma structure, voir les plantes, voir accueillir et pouvoir les nourrir de manière la plus propre possible, je l'espère, et du moins c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Je vais revenir là-dessus. J'ai un souci aussi avec une collègue qui est une DRH et qui me dit mais tu peux pas me faire un plan sur les heures de travail du personnel que tu accompagnes. Donc on a des périodes de pointe qui s'étalent presque toute l'année. Et quand ils me rendent des feuilles hebdomadaires qui avoisinent entre 56 et 65 heures pour un salarié, bon, j'ai pris quelques cartons rouges. Mais j'aurais fait comprendre que l'agriculture, c'est pas un bureau et on vient pas le matin à 8h pour repartir à 16h30, même s'il y en a qui font un peu plus d'horaire. J'essaie de planifier au mieux, de trouver un équilibre professionnel et vie sociale pour l'ensemble de mon personnel. Bon, souvent, c'est moi qui m'implique derrière parce que je reste entrepreneur, même si je suis salarié cadre. Moi, un entrepreneur, il arrête sa journée quand le travail est fini. Et pour moi, c'est pareil, c'est pas une contrainte parce que c'est une passion avant tout. Et afin de motiver mes équipes, comme Denis vient de le signaler, c'est le résultat, le fruit du travail. Donc quand on a des équipes qui s'impliquent beaucoup au quotidien, qui travaillent des fois nuit et jour, on fait les postes. Alors même si on n'est pas à l'usine, des fois, nous on veut que le tracteur il n'arrête pas, mais c'est les salariés qui se relayent derrière. Là on a fait un petit grand chelem aussi pour avoir des fourrages de qualité. Parce qu'en fait oui, on mise des fois notre récolte pendant 1 an pour les animaux sur 1 ou 2 journées, quoi. Donc on n'a pas le droit de se tromper. La qualité des fourrages va faire que derrière on travaille beaucoup sur le bien-être animal et ça c'est important de nourrir correctement les animaux.
J'ai oublié aussi, on a parlé de biodiversité. Un exemple, c'est que nous, sur le domaine de la motte, en 2018, on avait 3 cultures présentes, qui étaient le blé, le tournesol et le maïs. Là, maintenant, on a quasiment 12 cultures qui sont là. Et alors, en étant salarié, je dois prévoir aussi, bon, vous le faites également, mais moi, j'ai des contraintes budgétaires et on travaille à l'année scolaire. Donc là, cette semaine, j'ai dû passer mon grand oral et rendre justement mon plan de budget pour l'an prochain. Mais c'est pas forcément évident. On ne peut pas dupliquer ce qu'on a fait l'an dernier et ce qu'on va faire l'année prochaine. Et alors ce que moi je vais retenir justement de ma région natale, c'est qu'en fait nous on avait des créneaux météo qui étaient très limités. Et en fait je pense qu'ici quand je suis arrivé, des fois on m'a pris pour un fou. Parce que on m'a dit mais il est fou le gars du Nord, là, il est déjà en train de semer du blé, on est au 15 ou 18 octobre. Ici il faut attendre le plus longtemps possible parce que si on sème trop tôt, on va devoir passer avec des désherbants plus rapidement. Sauf que la première année quand je suis arrivé, moi le 25 octobre tous les blés ils étaient semés. Dans des terres fortes ça faisait de la poussière. Et à partir du 28 octobre il s'est mis à pleuvoir jusque je crois à Noël. Voilà. Et après, on m'a dit, ah bah si on avait su, on aurait peut-être fait comme lui. Voilà, donc on évite de procrastiner, de remettre au lendemain. Et je dis pas que la méthode, c'est celle qu'il faut faire. Le modèle qu'on développe, c'est pas le modèle unique, loin de là. Hein. On n'est pas là pour opposer les agricultures, mais justement, c'est une complémentarité d'agriculture qui va pouvoir nourrir le monde par la suite, quoi. Et un dernier point aussi, après je vais laisser la parole, mais avec moi on ne parlera pas de pesticides. Pesticides, ça ne fait pas partie de mon langage. Moi j'adore regarder des documentaires justement à charge, pour ne pas citer, qui ont lieu sur France 2, le jeudi soir. Et en fait, c'est parce que j'aime bien la communication. On fait de la pub pour la télé publique, au moins, voilà. C'est déjà... Et donc, je dis à mes étudiants, regardez un petit peu la musique qui est utilisée, les mots qui sont utilisés, et en fait, ça influence, du coup, l'audimat qui est derrière. Et donc, quand on utilise des produits phytosanitaires, justement, c'est parce que les plantes, ils en ont besoin, parce qu'on a un objectif de rendre un produit de qualité à la fin. C'est pas par outrance, où des fois on me dit, ah, mais vous traitez la nuit, vous faites des pulvérisations la nuit parce que vous voulez vous cacher. Ah, oui. Sauf qu'ici, on est dans une région où il y a beaucoup de vent. Il y a une hygrométrie à respecter, justement, pour diminuer les doses de phytosanitaires, pour qu'on ait une meilleure efficience de ces produits. Et on y va très tôt le matin. Alors, du coup, ma DRH, elle n'est pas contente non plus parce que je l'ai fait travailler hors des horaires convenables. Mais on est obligé de s'associer à ça. Et on travaille beaucoup avec une agriculture de pointe numérique. On essaye, voilà, la science, elle essaye d'avancer. On travaille en collaboration avec Airbus aussi, avec des filiales d'Airbus. Des drones qui viennent survoler, du coup, nos parcelles pour identifier les adventices qui sont présentes dans les parcelles, les mauvaises herbes. Et du coup, ça nous fait une cartographie sur l'ordinateur. Donc moi, j'ai pas une informaticienne à la maison. Mais j'ai la chance d'avoir un département, justement, de télédétection. Et donc, ça, je ne vais pas dire que ça devient un jeu, mais du coup, cette carte, on la met dans le tracteur. Et en fait, ça commande, justement, on sait le volume de bouillie qu'on doit préparer pour faire le désherbage sur les champs. Et du coup, on utilise moins de phytosanitaires. Et en fait, on a cartographié tous nos champs. Et quand le pulvérisateur il arrive et qu'on est en bordure, si c'est une bordure qui ne doit pas être traitée ou qu'on arrive près d'un voisin, même si le salarié il fait pas attention, ou en fait le pulvérisateur il s'arrête tout seul. Donc on est vraiment, même moi là pendant le Covid, j'étais très content, comme Denis, j'adorais les tracteurs. Et bien, moi je faisais mes réunions en Teams et tout ça, tout sur tracteur. Et en fait, on est capable de faire plein de choses en même temps. On gère juste le demi-tour et après. Alors tout à l'heure, on dit oui, il faut éviter d'avoir les champs. Demi-tour, quand même. Ouais, il faut pas louper le demi-tour. Faut pas louper le demi-tour. Mais en fait, tout à l'heure, je sais plus, il y a quelqu'un qui a dit, moi, j'aime pas avoir les champs droits. Alors moi, dans le Nord, j'étais appris à avoir quelque chose de rectiligne, les bien carrés. Mais je respecte le sol. À la motte, on n'utilise plus de glyphosate depuis 2019 maintenant. Quels moyens on peut mettre en face Du coup, au ministère de l'Agriculture, ils nous ont dit on veut que vous soyez une ferme pilote, essayez de nous trouver des solutions. J'ai racheté une charrue. Sauf que quand j'en discute avec mes agronomes,
Moi, avant d'arriver ici, je voulais remplacer le métal par le végétal. Ça veut dire que je travaillais sur l'agriculture de conservation des sols, mais j'avais un produit que j'utilisais qui était le glyphosate. Et vis-à-vis de la société, le glyphosate, il y a eu, au niveau politique, c'était pas trop bien vu, donc il fallait s'en séparer. Sauf que utiliser à bon escient, de bonne manière, c'est un bon produit. Sauf qu'en France, c'est compliqué. Le glyphosate, il est associé à Monsanto. Monsanto, c'est OGM, donc il fallait trouver une alternative. On est là pour justement, nous, entre guillemets, essuyer les plâtres en tant que ferme expérimentale. Mais quand on utilise la charrue, alors oui, on a un sol qui est propre, hein, sauf qu'on crée une semelle de labour. On détruit aussi toute la biodiversité qui est dans le sol. Tous les vers de terre, alors, ça prend cher. Alors oui, moi j'adore être à quatre pattes des fois à compter des vers de terre, hein, mais c'est important. Donc nous, on est en train de retester une méthode qui a fait ses preuves il y a une dizaine d'années, qui n'a pas été prolongée, c'est la méthode de strip till. Donc on utilise des couverts, après on va travailler superficiellement le sol, après avoir récolté ces couverts donc c'est de l'herbe. Ah oui, tant qu'on est sur l'herbe. Là, c'est encore verdoyant. Souvent, j'ai la question, et pourquoi ici à la Motte, vos vaches, ils ne sont pas dehors, en prairie, toute l'année, à manger de l'herbe? Donc, en Bretagne, on peut le faire. En Normandie, on peut le faire. Près des Pyrénées aussi. Sauf qu'ici, là, à partir de fin juin, ça va être grillé. Une vache, sa température de confort, c'est moins 10, plus 25. Mais pour moi, l'herbe, c'est important, parce que la vache, c'est un ruminant. Et donc on doit lui apporter un maximum de matières premières qu'on va pouvoir cultiver. Donc l'herbe, nous on la cultive du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Des fois on pousse, on fait une deuxième récolte au mois de mai et après on met un maïs ou un sorgho derrière en dérobé. Mais pour autant on a quand même sorti des animaux à l'extérieur. Derrière le château de la Motte, là, on a des génisses. Et cette année, on a poussé plus loin. Donc on est à 17 km de l'école de Toulouse, 4e métropole française. Et du coup, on a remis des vaches à Toulouse. Donc voilà. On voulait faire, pas le buzz, on voulait que ça parle un petit peu. J'avais pas envie de faire la une de la dépêche en me disant qu'il y avait une vache sur le périphérique toulousain. Mais ça s'est bien passé. On m'a demandé de renouveler l'opération et on le refera pour les années qui suivent. Ce qu'on voit avec ces témoignages, c'est quand même la passion, mais aussi la connaissance qu'il faut. Vous avez parlé des vaches sur le périph'. Je crois que Marc, vous avez les moutons sur la rue, dans les rues aussi parfois, sur la route, quand il faut les changer de pâturage. Oui. Oui, alors je m'excuse pour tous les gens qui sont pressés le matin et qui a un berger avec son troupeau. Mais en fait, c'est vrai que à peu près, je bouge beaucoup avec mes brebis pour éviter le parasitisme. Donc pour limiter le parasitisme, en fait, il faut connaître un peu les cycles des parasites. Par exemple, le strong, c'est 3 semaines. Donc l'idée, c'est bouger mon troupeau, enfin un lot, de changer de parcelle pour couper le cycle du parasite. Ça m'évite de vermifuger. Et surtout, vermifuger, ça veut dire que la brebis, elle a des vers, quoi. Donc elle n'est pas bien. Et du coup, quand c'est l'heure, elles me le disent. Parce que comme j'ai que 3 fils, j'utilise 3 fils pour que toute la faune sauvage circule. Sanglier, chevreuil, hérisson, lapin. Et l'inconvénient, c'est que si jamais il n'y a plus rien à manger, au bout d'un an, c'est elle qui passe le 3 fils, quoi. Donc, il m'arrive de bouger jusqu'à 3 km quand je change de zone. Et je ne sais pas s'il fallait les autorisations. Et je ne me suis pas posé la question, mais peut-être que je vais y réfléchir pour circuler avec ces troupeaux sur la route. Mais bon, pour le moment, personne ne s'est plaint. Voilà, donc en gros, chaque semaine, je bouge un lot au minimum. Et après, en été, selon les périodes, c'est 3 lots par semaine, quoi. Voilà. En fait, tous les élus sont en train de se regarder en se disant est-ce qu'il faut les autorisations? On n'en sait rien. Et très honnêtement, je pense que vous les avez spontanément. Je pense qu'on est tous ravis, en fait, plutôt à l'idée de voir des troupeaux recirculer sur les routes. Je pense qu'on va peut-être laisser... Y a-t-il des questions? Je pense que ça serait intéressant aussi, si vous avez des questions.
Oui. Alors, moi, oui. Bon, mais merci beaucoup déjà pour toutes ces paroles, ces échanges. Moi, j'ai une question quand même qui me vient, on est en 2024 et depuis le début de l'année 2024, on a quand même énormément parlé des agriculteurs. Enfin, on en entend parler, c'est peut-être pas le bon moyen, sûrement je préfère qu'on en parle comme ça tranquillement, mais dernièrement encore là on a entendu à la frontière espagnole là, des mouvements. Bon, on ne comprend pas toujours très bien quand on est un peu de l'extérieur, même si on s'y intéresse énormément à tout ce qui se passe dans le monde agricole. Moi j'ai une question, c'est pour vous, quel serait alors, en plus, demain, on va voter pour envoyer des députés à Strasbourg et à Bruxelles, et on sait l'importance que l'Europe a sur le système agricole. Quel serait pour vous au moins un point dans les années à venir le plus important pour que ce monde agricole, alors un point ou deux ou trois, mais bon, pour que ce monde agricole soit entendu, voilà, qu'on entende ce que veut vraiment ces agriculteurs et ce monde agricole dont on dépend tous et dont on a tant besoin. On avait prévu une question politique et c'est tombé sur moi. On avait décidé que ce serait moi qui répondrais sur la politique agricole commune. En fait, une réponse ou deux, je ne sais pas. Ce qui s'est passé au mois de février à Carbone, là, c'est dû à un ras-le-bol général qui est monté depuis plusieurs années, qui a été déjà dit par les syndicats ou les gens qui ont manifesté, mais ça n'a jamais été vraiment entendu. Bon. Ceux qui sont là-haut, donc là, à Paris ou à Bruxelles ou ailleurs, je pense qu'ils sont vraiment déconnectés du monde agricole. Même s'ils disent... Alors moi, je me suis engueulé une fois avec l'ancien directeur de Purpan qui m'avait dit... J'aime bien le redire parce que ça m'avait valu d'être viré. Mais il m'avait dit, voilà, moi je sais parce que je suis fils d'agriculteur. Et moi je lui ai répondu, je suis fils de docteur, ne me demande pas une ordonnance si vous êtes malade. Donc si vous écoutez bien, il y a des gens qui disent que, en fait, parce qu'ils sont fils d'agriculteurs, ils savent. Voilà, on ne sait pas. L'agriculture a tellement évolué qu'il faut vraiment être au cœur de la production pour comprendre. Toutes les agricultures sont différentes, donc c'est compliqué de comparer l'agriculture du Nord et du Sud. Donc c'est ça, c'est que les gens comprennent un peu mieux comment on est, comment on vit et nos problèmes. Les problèmes sont liés essentiellement, les manifestations sont liées essentiellement aux distorsions de concurrence qu'il y a. Alors bon, si par exemple on prend le bio, puisque vous les cantines bio, le bio français n'est pas le même que le bio espagnol, qui n'est pas le même que le bio italien, qui n'est pas le même que le bio je sais pas quoi. Nous on considère que si on nous donne des réglementations qui peuvent être compréhensibles, hein, ces problèmes de sécurité alimentaire, problèmes, bon, peu importe, qu'elles soient appliquées pour tous les produits qui rentrent en France, point barre. Et on ne peut pas comprendre qu'on nous laisse rentrer des produits espagnols alors moi je fais par exemple des noisettes. Les noisettes bio en France, il faut 3 ans sans traitement. En Italie, il faut 1 an sans traitement. Bon, alors évidemment, on n'est pas compétitif. Voilà, et c'est ça surtout la grosse bagarre qu'on a. S'il y a une norme qui est imposée, parce que c'est un problème sanitaire, parce que c'est un problème pour la qualité alimentaire des produits, pour la qualité de la sanitaire des agriculteurs, du paysage, de la biodiversité, de ce qu'on veut. Donc les scientifiques ont décidé que ce produit était toxique, ok. Moi, il n'y a pas de souci, mais je ne vois pas pourquoi, et aucun agriculteur d'ailleurs ne comprend pourquoi, de tous les syndicats d'ailleurs, ne comprend pourquoi on importe des produits qui auraient éventuellement ce produit chimique qui n'est pas toléré chez nous. C'est ça surtout le gros débat. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça veut dire donc de trier aux frontières, ça veut dire de trier les produits aux frontières, d'aller regarder dans les pays en voie de production si c'est les mêmes réglementations, s'ils utilisent tel produit. C'est hyper compliqué, mais ça serait super bien déjà d'avoir une certaine unité, au moins européenne, sur la production. Voilà, c'est ça, s'il y avait quelque chose qui serait appliqué. Je ne sais pas si c'est applicable, mais enfin, en tout cas, c'est bien, c'est la demande qui a été générée.
Et pour finir, ce qui s'est passé en février a commencé sur des toutes petites règles administratives, des engagements de l'État qui n'ont pas été tenus financièrement. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Carbone, c'est souvent de l'argent qu'on devait, enfin que l'État s'était engagé à nous devoir, notamment sur la fameuse maladie des vaches, la MHE, là, que vous avez entendu, qui est que dans le sud-ouest. Donc c'est pour ça que le sud-ouest s'est énervé en premier. Et s'était engagé à nous indemniser. Et finalement, les agriculteurs n'ont pas eu l'argent. Voilà. Donc maintenant, ils sont plus ou moins réglés. Ça a été réglé, ça, ce problème. Mais c'était ça qui a commencé le déclic de notre histoire. Je ne sais pas si ça va vous rassurer. Oui. Je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais le désengagement de l'État, c'est pas qu'avec les agriculteurs. Et les promesses non tenues, c'est pas qu'avec les agriculteurs. C'est pas de désengagement, nous. Le problème, c'est que c'est un engagement. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous avez droit à tant d'argent, vous avez bien rempli le dossier, c'est vrai, s'il y a l'enveloppe qui est là, et finalement, c'est juste un problème de trésorerie. Oui, c'est-à-dire, c'est un problème de faire le chéquier, quoi. Ça arrive partout. Il y a d'autres questions? Oui, c'est un problème de logiciel. C'est vrai que tu demandais à ta femme d'aller résoudre le problème. Oui. Alors moi j'ai une question qui va peut-être pas vous plaire, je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de l'agrovoltaïsme? Donc c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Alors on parle de moutons sous les panneaux solaires, hein, on en a parlé de ça, etc. Et on se dit quand même que c'est probablement pas si évident que ça. Donc j'aimerais bien que vous disiez ce que vous en pensez. Alors, moi, mettre des panneaux et mes moutons sous les panneaux. En gros. Alors, il y a avantages, inconvénients, pour moi, en ce qui me concerne. Et donc, je suis sur des projets de panneaux, à droite, à gauche. Et moi, en fait, c'est du cas par cas, je pense qu'il faut regarder. Et donc, il y a des endroits où ça a été, je pense, à exagérer. Et des fois, il y en a certains, ils veulent raser une forêt. Il y a des projets à droite à gauche qui sont plus ou moins, en fait, comment dire ça? Moi, ce qui me concerne, c'est plutôt respecter la nature. Parce que je suis éleveur de moutons, je suis le premier témoin, je pense, tous les jours, de ce qui se passe. En ce moment, je vois beaucoup de martinets. Je vois je vois de tout, des milans royales. Je vois une biodiversité qui est extraordinaire. Et je suis pas contre les panneaux, mais il faut que ça soit fait correctement. Et il y a des études en permanence, en fait, des gens, des écologues qui viennent. Donc il faut faire confiance à ces gens-là. Et je pense, parce que bon, on n'est pas tous spécialistes de tout. Hein. Et c'est à eux de décider, oui ou non, sur chaque endroit, s'il faut mettre ou pas les panneaux. Voilà. Moi, pour mes moutons, ça peut m'arranger à des endroits, parce qu'il y a des endroits, c'est sec. Et mes moutons, quand il fait chaud, eh bien, ils ne mangent plus parce qu'ils restent sous les arbres. Donc, et avec le réchauffement climatique, quand il y a 40 degrés, ça crame tout. Il n'y a plus rien. Donc, il faut, je pense, tester à des endroits pour voir si l'herbe va rester un peu plus verte sous ces panneaux. Et en même temps, on peut avoir maintenant un peu plus de grêle aussi. Donc, avec le changement climatique, il faut s'adapter. Et puis, on est énormément consommateur d'énergie. Tous, hein, et on consomme beaucoup plus d'électricité qu'avant. Donc, il faut s'adapter. Et bon, il y a des gens qui sont payés pour réfléchir à ça. Moi, en ce qui me concerne, bon, leur fais confiance. Et l'idée, c'est que ça respecte, pour moi, la biodiversité, parce que j'ai choisi ce métier surtout pour côté biodiversité, quoi. Voilà. Donc, ça ne me dérange pas de mettre mes moutons sous des panneaux. Mais en échange, il faut que ça respecte la biodiversité. Que ça soit raisonnable, on va dire. Voilà. D'autres questions? Oui. Ça va pas trop vous plaire non plus, mais moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'à la monte, les vaches ne soient pas quand même un peu plus... Toutes les vaches ne soient pas une certaine période dehors. Parce que par exemple ici, il y a de ça 30 ans, il y avait à peu près 10 fermes avec des vaches. Et au printemps, les vaches étaient dehors jusqu'à l'hiver.
et elles mangeaient l'herbe. Par exemple, là, depuis mars, avril, mai, vous pourriez, par exemple, les mettre toutes dehors, parce que pour le moment, il n'y a pas de sécheresse. Alors Gervais, à vous de jouer. Là. Je vais répondre justement par rapport à ça. Ici, en fait, même si on a des conditions qui paraissent correctes, les sols, ils sont pas forcément porteurs toute l'année. Donc, on parle de boules benne, c'est même des boules bennes hydromorphes. Donc, en fait, ça asphyxie les plantes par moment et ça supporte pas non plus le piétinement aussi de tous les animaux. Et en fait, je peux pas me dire, voilà, pour 2 jours ou 2 mois dans l'année, on va sortir les animaux. Là, on sort, hein, si vous voulez, on a des animaux qui sont sortis. Auparavant, il y avait même le bois qui était pâturé. On a fait le choix de garder ce bois justement pour développer la biodiversité. Et il y a une partie où il est en développement naturel. On est en train de... C'est tout récent, l'acquisition du château et les prairies qui sont derrière. Là, on a ressorti, je sais pas, là, ils sont une trentaine de génisses, donc les génisses de renouvellement. Mais par rapport à l'activité, tout à l'heure, je vous ai déjà parlé du souci que j'ai avec la main-d'œuvre. Ça veut dire que si on revient sur un mode de traite classique, matin, soir, bah, du coup il y a la manipulation aussi des animaux le matin et le soir. Bah, ça se fait. Hein. Sauf que moi après j'ai un bâtiment qui a été implanté, qui a coûté quelques millions d'euros aussi. Et moi je fais avec l'outil qu'on m'a mis dans les mains. Si je peux trouver d'autres alternatives, donc moi diversifier l'apport des fourrages, mes étudiants, je dis moi j'ai acheté un Thermomix. Le Thermomix chez nous c'est une mélangeuse, donc on travaille différentes matières premières, donc le maïs sous différentes formes, mais on va inclure de la luzerne. La luzerne ça se faisait plus, ou auparavant pour pas se casser la tête les salariés, ils achetaient la luzerne qui venait soit de Carcassonne ou autre, les foins ils étaient achetés aussi ailleurs. Comme ça, il n'y avait pas de récolte qui était faite sur place. Quand même, vous avez pas mal d'hectares. Je trouve que bon, c'est pas tout petit là, mais ça fait combien d'hectares en gros? On est sur 218 hectares en culture. Donc je pense que quand même, on pourrait mettre les vaches dehors au moins 4 mois. 4 mois, vous voyez, les mois de printemps, là, jusqu'à maintenant. Parce que je trouve que c'est triste, les vaches dedans, Mais... on ne le faisait pas ça autrefois. Alors moi je peux vous emmener aussi sur des exploitations. Vous allez voir la ferme Hectare qui a été développée par Xavier Niel sur un nouveau système de production au niveau de Paris. Donc il a fait le choix justement de ne pas investir sur du bâti pour limiter les investissements. Il a acheté une salle de traite d'occasion. Ils sont arrivés, ils font une monotraite, donc les vaches produisent à peine 3000 litres de lait chacune par an. Le salarié démarre à 9h, il finit à 16h. Sauf que ça, c'est un modèle utopique et économiquement, ça ne tiendra pas la route. Mais ça fait plaisir, entre guillemets, aux bobos parisiens qui est là-bas. Voilà. Donc ça, c'est la réalité. Oui, en fait, ce que vous dites, Gervais, c'est qu'on ne peut pas concilier... il y a des limites au modèle économique et à la manière dont on peut concilier les deux, quoi. En fait, chaque situation est différente. On l'a dit, chaque agriculteur est différent. Il y a une typologie à respecter. Je ne dis pas qu'on ne fera pas l'effort. Moi, j'ai mon directeur général, on s'est vu là, déjà ce matin, mais il m'a dit que ce serait bien que tu me fasses une réserve foncière si un jour tu dois refaire un projet de bâtiment, si on doit évoluer sur le bien-être animal encore différemment, faire pâturer justement. Et peut-être que si vous connaissez la Motte, il y a peut-être un poulailler qui avait été créé. Peut-être que ce poulailler... À la place de ce poulailler, s'il y avait eu la stabulation qui aurait été faite, on aurait pu faire un système de paddock à l'extérieur et puis faire tourner les animaux dessus. On peut clôturer aussi, clôturer des champs. J'ai justement, là je viens de remonter une équipe, alors si vous connaissez, moi j'ai stabilisé une équipe de gens qui sont très motivés sur la recherche, ils travaillent sur l'étiologie aussi au niveau des animaux, le bien-être, la manipulation, et donc je ne prends pas les décisions seul, parce qu'un manager qui pilote tout seul, c'est un mauvais manager. Donc moi, je leur ai demandé aussi des différents projets, et donc ils m'ont sorti justement, soyez pas surpris si on clôture justement toute cette partie qui va de la D12 avec la D50, pour justement faire tourner les animaux. Mais ça ne sera pas toutes les vaches. Je ne vais pas vous mentir et vous dire qu'on va mettre toutes les vaches dehors, mais
On va en sortir. Notre but, c'est d'accueillir un plus grand nombre et de vous expliquer ce qu'on fait sur place, quoi. Gabi Lafage est rassurée. Vous n'avez pas trop évoqué justement le travail que vous faites autour du bien-être animal. Alors, on l'a compris chez Marc parce que les moutons sont en liberté, en fait, dans des champs, mais en liberté. Mais il y a un gros travail qui est fait sur le bien-être animal à la Motte. Ouais, alors du coup, nous, je vous dis qu'on est vraiment une plateforme de recherche. Donc, à la base, on est aussi une station expérimentale. Donc, des fois, on dit expérimentation sur les animaux, attention, des vaches à hublot et tout ça. Non, c'est pas là-dedans. Non, mais je coupe les raccourcis parce que ça va aller, c'est pas aller vite. La recherche, actuellement, elle se concentre énormément sur le bien-être animal. Donc nous, tout ce qui a été fait, là on vient de changer, pour information, on a changé nos robots de traite. On est parti sur une nouvelle technologie, mais c'était pas juste changer un robot pour mettre un robot. Des fois on me dit, vous avez industrialisé la production laitière. A contrario, et quand on vient, qu'on vous explique la mobilité justement des vaches, qu'elles sont sur des logettes, les logettes c'est là où elles dorment, c'est des matelas en latex à mémoire de forme. On leur ajoute aussi des brumisateurs. C'est pour ça que je vous invite à aller voir la Motte. Quand il y a les portes ouvertes, il faut y aller, il faut aller voir. On ne se rend pas compte en fait du bien-être, de la recherche qu'il y a derrière. L'attache des animaux, c'est interdit. C'est encore toléré un peu en montagne, mais on ne peut pas les attacher. Auparavant, elles étaient attachées tout l'hiver. Même nous, là, sur les anciennes générations de robots de traite, elles avaient des colliers. Même là, les colliers, on les a supprimés et on a des boucles d'oreilles connectées. On a équipé nos bâtiments avec... alors c'est un bâtiment qui fait à peu près plus de 2000 m², la stabulation laitière. Il y a 14 antennes qui sont dans le bâtiment pour étudier justement leur comportement. Et du coup, on connaît exactement... presque on les a pucées et elles ont un GPS. Et du coup, on sait à quel moment elle va manger, combien de temps elle passe au couchage, quand elle se chevauche, la circulation, leur mobilité. Et du coup... ça nous permet justement, par rapport à l'alimentation qu'on donne, par rapport aux quantités d'eau qui sont mesurées, et justement derrière, on a un partenariat aussi, on n'en a pas parlé, mais avec l'école vétérinaire de Toulouse, où c'est deux institutions qui sont très proches là-bas, et du coup ça leur permet d'avoir quelque chose, un outil sur le terrain qui est important. Et on leur fait des séances de manicure une fois par mois aussi aux vaches. Voilà. Donc on appelle ça le parage. Et du coup on prend soin justement de leurs pattes, parce que la mobilité, tout à l'heure on parlait de rusticité. Alors oui, l'essentiel de notre troupeau, il est constitué de Primostein. La Primostein, c'est la Formule 1 des vaches laitières. Comment ? Totalement artificielle. Voilà, totalement artificielle. Voilà, nous on a une moyenne de troupeaux. On avait un gros potentiel. Peut-être que ça ne plaira pas à certaines personnes, mais quand je suis arrivé en 2018, les vaches produisaient 7200 litres de lait par vache par an. Maintenant, on est à plus de 10 000 litres de lait par vache par an. Mais on a un potentiel à plus de 13 000. Ça veut dire que moi, je ne veux pas aller chercher les 13 000 litres, ça ne m'intéresse pas. Le but, c'est que les vaches produisent correctement. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est que du coup, on s'est soucié de la qualité des fourrages. Donc on a diversifié l'alimentation, on récolte au bon stade, ça veut dire que au mois d'août, je suis désolé, ah oui, ça je ne l'ai pas dit, mais moi j'étais très surpris. Alors pour les connaisseurs, le maïs, il y a des indices de précocité. Ça veut dire que c'est une somme de température que la plante a besoin avant d'arriver à maturité. Quand j'ai quitté l'ancienne entreprise où j'étais, je l'ai quitté début mai, j'avais laissé tous les sols implantés, les betteraves, les maïs, ils étaient déjà avec une trentaine de centimètres. Je suis arrivé le 22 mai 2018 à la Motte, les maïs, ils étaient encore dans les sacs. Wow. Je me suis dit, on m'a menti. On m'a dit, tu vas voir, dans le sud, il va y avoir du soleil. Toutes les champs étaient inondés. Je regarde les indices de précocité, 580. Alors 580, je ne sais plus le nombre de degrés, mais en fait, voilà. Nous, dans le nord de la France, je semais des maïs, l'indice était 240. Et c'était déjà des indices tardifs. Des fois, on était sur 180. Et là, 580, du coup, j'ai contacté le technicien de la coopérative. Je me suis dit, il y a un problème dans ton indice. Si j'implante ça... Mais il me dit, t'inquiète pas, on va les changer. Comme ça, tu vas pouvoir récolter avant. Il me ramène du 480. Et je me suis dit, si j'implante ça... Moi, dans le nord, nous, on a implanté un maïs de mi-avril et on récoltait fin octobre. Et je me suis dit, là, si on est fin mai, si je mets 490, donc ça veut dire le double d'indice, je vais récolter ça au mois de décembre ou janvier l'année prochaine. Bon. Et donc là, on a forcé. Fin mai, on a implanté ces maïs.
Et on m'a dit, mais ici, il faudra que tu te fasses attention, il y a quelque chose qu'on appelle le vent d'autant. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette contrainte? Alors l'irrigation, pareil, je connaissais pas, on m'a parlé, c'était le vent des fous aussi. Le vent des pecs. Ouais. C'est l'expression. Bon. Et on m'a dit, tu vas voir, ça va, la maturité, ça va très très vite. Et le personnel qui avait auparavant à la motte me dit, non, tu te poses pas de questions, tu arrêtes l'irrigation le 15 août, vous partez en congé pendant 15 jours, vous revenez, vous faites les ensilages. Je sais pas comme ça que ça fonctionne. C'est le maïs, tous les jours il faut les surveiller, on regarde avec le stade et du coup moi je suis resté, j'avais pas pris de congé la première année, mais on a récolté un maïs le 22 août 2018. Et je me suis dit waouh, dans quelle région je suis arrivé quoi. On a récupéré, mais bon, on s'est adapté et c'est la météo. En fait, c'est toujours la météo qui va commander, c'est de faire des tours de plaine réguliers et puis c'est le sol, voilà, c'est. Je crois qu'il y a peut-être un moment particulier à créer pour que la motte explique toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir, qui peuvent être différentes, on voit bien, entre une ferme expérimentale et scientifique, et puis nos autres agriculteurs qui sont sur un volet un peu plus... Mais ça suscite des questions et des réactions, parce qu'effectivement, là où on peut avoir du bien-être, on peut aussi se dire on pousse à l'extrême. Mais bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois que le temps tourne. Ce que dit Gervais, ça montre bien. Donc, on voit toute sa compétence, les connaissances qu'il a pu accumuler à travers la profession qu'il a pu exercer dans le Nord, mais le caractère aléatoire. Ah oui, bien sûr. Et au-delà de la connaissance, la spécificité du territoire. Et notamment le vent d'autant, l'effet des températures. Ça montre bien, il y a toute la formation, mais il y a la connaissance de son terroir et de son microclimat. Mais Denis l'a bien dit, on n'a pas le même climat à Riom qu'à la Masquette. Et l'avantage, c'est que c'est pas rengaine. On s'ennuie jamais. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne veux pas forcer les paroles, mais on a quand même des agriculteurs. C'est peut-être que ça suscite des réactions. Monsieur Blanquet, pas de réaction? Tout a été dit. Oui, monsieur. Allez. Non, je voudrais réagir sur un sentiment général diffusé par les médias et qui était un peu dans la dernière question. Excusez-moi, madame, je ne vous agresse absolument pas, hein, mais vous traduisez un sentiment général. Le bon vieux temps. Autrefois, les vaches, machin. Autrefois, ceci. Que le temps soit vieux, je suis parfaitement d'accord avec vous. Bon, vous permettez, j'en doute. Bon, j'en doute. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous donner un exemple très simple que vous pouvez vérifier sans. Je vais vous donner un exemple très simple que vous pouvez vérifier sans le moindre problème. Dans les années 50, la France comptait, en pourcentage, pratiquement 30% d'agriculteurs. Pour une population à la louche de 40 millions d'habitants. On importait massivement de la nourriture. Ces 30% d'agriculteurs n'arrivaient pas à nourrir les 40 millions de Français. Aujourd'hui, les agriculteurs ne sont plus, malheureusement, 4%. Ils nourrissent 90 millions de personnes. Pratiquement les 70 millions de Français, plus l'exportation. L'agriculture française rapporte, en termes de commerce extérieur, beaucoup plus que Régie Renault, les automobiles. Pratiquement, je me demande si Airbus n'est pas dépassé par l'exportation agricole. Cherchez l'erreur. Vous voyez, le bon vieux temps. Autrefois, pareil, vous parlez des vaches en liberté. Bien sûr, mais chaque agriculteur avait combien de vaches? Oui, voilà. Et la plupart d'entre eux en avaient 2, 3. Les sols supportent 2, 3 bestiaux. Le troupeau qu'on vous a parlé. Mais oui, la ferme des 1000 vaches aussi. Ah non, mais je parle pas, je tombe pas dans l'excès. Mais le troupeau dont on vous a parlé est largement supérieur. Et effectivement, la nature des sols sur notre terrasse ne supporte pas le piétinement. Ne supporte pas. Donc il faut trouver des alternatives. Et j'ai trouvé que ce que fait la motte est extrêmement intéressant, de la même manière que
la stabulation libre. Mais il fait tourner, si vous l'avez entendu, on fait tourner. Vous vous rendez compte les surfaces nécessaires pour chaque agriculteur? Voilà. Donc, méfiez-vous du bon vieux temps. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. J'ai jamais entendu parler des portes ouvertes. Voilà, donc à quelle période c'est voilà. Problème de com. Problème de com. Ça arrive au meilleur. Problème de communication sur les portes ouvertes, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'était toujours la même période? Alors c'est pas toujours les mêmes périodes parce que du coup en fait ça avait jamais existé auparavant. Et c'était une de mes volontés quand je suis arrivé en 2018, sauf que le temps que je prenne mes fonctions, et il y a tout à l'heure on en parlait, il y a le Covid qui est arrivé par là. Et donc ça avait retardé un peu l'échéance. On a fait avec un gros succès cet événement au mois de septembre. On a choisi septembre, pourquoi on s'est dit mois de mai ça peut être bien, le printemps, sauf que Monsieur Daïdé, pour certains que connaissent, m'a dit fais attention, mois de mai c'est le mois le plus pluvieux sur la région toulousaine. Bon. Donc pour organiser des événements comme ça, quand on a la météo avec soi, c'est quand même plus important. Nous c'était important que les étudiants participent à cet événement, sauf que là ils viennent de finir leur scolarité, ils sont partis sur leur stage, soit à l'étranger, ou donc on les a pas dans nos murs. Et en septembre, début septembre, c'est important aussi que les familles intègrent ces portes ouvertes. Et généralement, il y a les événements sportifs, les adhésions sur les clubs qui ont lieu aussi début septembre. Donc voilà, on a choisi la période de fin septembre. Comme ça, il y a encore des cultures qui sont aussi en place. Et donc on renouvellera l'opération. Et comme là, on est beaucoup aussi en travaux, on essaiera d'améliorer la communication. Vous êtes sur quelle commune? Ici à la Mascar? Ah non, un peu plus loin. Après, je parle. Ouais, mais on accepte aussi les gens qui viennent de plus loin. C'est pas un problème. Il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs. Alors, par contre, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui ouvrent leurs Voilà, portes. j'allais y venir, j'allais demander à chacun d'entre vous peut-être. Vous de avez dire... plusieurs réseaux. Alors, donc, par exemple, aujourd'hui, puisqu'on l'a fait, nous, tous les agriculteurs de Senlis, on s'est recentré sur le moulin avant à Senlis, enfin, il y a un moulin avant, bon, bref, sur la commune de Senlis, où on a montré ce qu'on savait faire, nos métiers. Alors, c'était pas sur nos exploitations, mais on a décidé de le faire sur un lieu neutre. C'était aujourd'hui, dans le cadre. Aujourd'hui, hier, on a eu 230 élèves. Il y a. Si vous suivez, il y a le système ferme en ferme, il y a le système bienvenue à la ferme, il y a des gens qui font des circuits, donc c'est 2 fois par an, c'est souvent au mois de mai-juin, plus des agriculteurs qui font leur journée porte ouverte eux-mêmes, et souvent il y a des agriculteurs qui seraient tout à fait prêts à vous recevoir, il suffit de leur demander, et souvent ça se passe très très bien. Voilà. Oui, alors, oui. en et complément... puis peut-être en conclusion, surtout parce qu'on me fait signe, il y en a qui me disent on a soif, on a faim. Ouais. En conclusion, Frédéric, peut-être chacun dire où est-ce qu'ils ont leur exploitation. Oui. Et du coup, vous pourrez aller dans les exploitations, à la fois vous ravitailler et visiter et discuter avec eux peut-être. Voilà. Donc de notre côté, Milpac, une de nos activités régulières, c'est le fait de visiter une exploitation agricole à peu près tous les 2 mois. Alors c'est en général c'est un vendredi en fin de matinée, donc à partir de 10h30 jusqu'à 14h, donc ça peut être une contrainte pour certains effectivement. Mais on se rend compte de la diversité extraordinaire sur un rayon de 20 km autour d'ici. Des situations agricoles, hein, entre des éleveurs de moutons qui vont en estive dans les Pyrénées, le poisson maraîcher dans une autre partie de la région, la cueillette des fraises, enfin c'est absolument extraordinaire. Ce que je voudrais dire aussi que j'ai pas dit, c'est qu'on fait une émission mensuelle, on a un partenariat avec Radio Galaxie, et on fait une émission sur ces thèmes liés à l'agriculture, l'agroécologie, la ruralité. Une fois par mois, ça s'appelle la clé des champs, pour ceux que ça peut intéresser. Là, vous avez des précisions sur nos activités. Vous avez des petites semences qui vous sont remises gracieusement par l'organisation des Journées nationales de l'agriculture. Alors maintenant, effectivement, j'ai demandé à chaque agriculteur
passer la parole. Juste après, je clôturerai. Voilà. Anaïs, ta localisation, comment tu vends tes produits, comment on peut acheter tes produits? allez, on finit rapidement, effectivement. Alors, du coup, et puis Jérôme Boutelot de Mont aussi après. Anaïs. Alors du coup, je suis route du Moulin, direction Saint-Lys, un petit peu avant le gîte de la Masquère. Et après, ça va être de la vente directe essentiellement. J'ai des cartes de visite avec mon numéro de téléphone et sur lequel vous pouvez m'appeler. Et les ventes devraient débuter, si le temps le permet, c'est toujours pareil. Entre la 3e et la 4e semaine de juin, il y a un petit peu de retard cette année. Et voilà, et après je pense que le mot de la fin aussi, ce qui est essentiel pour nous qui sommes ici, manger local, consommer local. Je pense que vraiment aujourd'hui c'est essentiel pour que nous on puisse s'en sortir convenablement. Merci Anaïs. Denis. Alors moi c'est simple, vous mangez du Nutella au petit déjeuner, vous aurez mangé de mes noisettes, donc ça commence bien. Et donc vous verrez, vous pourrez faire du local avec de l'huile de palme. Et sinon, pour être plus sérieux, les petits fruits, ça va commencer la semaine prochaine, donc vous pouvez venir en libre cueillette pour ramasser des myrtilles. Voilà, c'est aussi route de la Masquère. Voilà, Masquère, c'est juste avant d'arriver à Saint-Lys. Voilà. Merci. Bernard. Donc, moi, je n'ai pas de produits à vendre directement, puisqu'il faut les transformer obligatoirement. C'est rien à vendre. Mais je voudrais dire que c'est vrai que c'est le consommateur qui a la main pour aider les agriculteurs à mieux vivre, quoi. Il faut consacrer, on a toujours consacré le budget alimentation et passer à un dernier plan par rapport à d'autres budgets. Et je pense qu'il faut revenir un peu là-dessus parce que c'est assez primordial pour pouvoir avoir une agriculture locale qui vive correctement. Marc? Alors, moi, c'est une fois par mois en général. Bon, j'ai un site internet et donc la prochaine fois, c'est 14 juin, 26 juillet. Je fais une pause en août. Hein. Et en fait, c'est des colis d'agneaux, donc c'est des demi-agneaux. Pourquoi le colis? Parce que sinon, je vais me retrouver avec que des plats de côte. Et les enfants, ils en avaient marre de manger des plats de côte. Quand c'est qu'on mange un vrai steak. Alors du coup, je suis obligé de... En fait, je fais des colis demi-agneaux comme ça. Et les gens connaissent le navarin, tous les morceaux de l'agneau. Ils sont obligés de le cuisiner. Voilà, ça oblige un peu les gens à cuisiner. Bien. Bon, après, j'ai plus simple, un saucisse steak merguez. Voilà. Ça, c'est cuisiné aussi. Voilà. Ben, d'ailleurs, le week-end prochain, il y a la fête au village. Là. Je fais grillade non-stop le vendredi soir. Hein. Quand il dit au village, c'est à Saint-Clair. Hein. À Saint-Clair de Madame Rivière. La première adjointe à Saint-Clair de Rivière. Voilà. Si vous ne l'avez jamais goûté, c'est le moment de goûter, quoi. Merci, Marc. Jérôme, tu voulais dire 2 mots, conseiller départemental, maire de Saïs? Alors, non, bonsoir à tous. Tout d'abord, moi, je voulais juste intervenir en tant que maire de Saïs et pas conseiller départemental parce que je trouve, et c'est dommage que Serge soit parti, le maire de Saint-Lys, et Christelle, je pense que tu vas avoir des échos dans ce que je vais dire. Je trouve que nous avons de grandes similitudes, hein. Vous, agriculteurs, et nous, les élus. Tout à l'heure, vous parlez des problématiques que vous aviez sur les normes. On a les mêmes, et je peux vous dire de plus en plus importantes. Et pas que avec l'État, avec aussi des organismes que vous connaissez très bien, comme la SAFER et comme la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que nous avons des établissements qui aujourd'hui fonctionnent tous en autonomie et on a les mêmes problématiques. Vous parliez des problématiques sur les réseaux par rapport à vos étudiants. On a les mêmes problèmes en tant qu'élus pour faire passer des messages, pour aujourd'hui donner la vérité. Vous parliez aussi des problèmes de production. Alors nous, on n'a pas des problèmes de production, on a des problèmes et non pas de rentabilité, c'est le problème de la gestion d'une commune. Aujourd'hui, on a les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les difficultés qui nous tombent tous les 4 matins sur l'augmentation de l'énergie, et aujourd'hui, notre seul moyen de ressources, c'est les impôts. Bon, plein de similitudes. En tout cas, moi, je ne vais pas m'étayer parce que c'est très enrichissant. Je trouve que cette réunion est très bénéfique pour tous. Juste un élément avant de conclure. Alors, on parlait de l'élevage des fermes qui restent enfermées. Enfin, pas enfermées, mais en liberté à l'intérieur. J'ai eu un souci sur la commune de Saïs sur de l'élevage intensif. Je me suis renseigné sur ce qu'était l'élevage intensif ou l'engraissement. Dans le monde entier, sur l'élevage intensif, je ne sais pas exactement le pourcentage, mais il est de manière exponentielle depuis des années. Aujourd'hui, nous mangeons sur la terre, pratiquement sur de la viande, un montant important, un pourcentage important de l'élevage intensif.
Parce que ce que disait monsieur, il avait totalement raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui produisent et de plus en plus de consommateurs. Et en plus, on veut que ça soit le moins cher possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous en face, aujourd'hui, et nous en tant que clients, on veut que ça soit le moins cher possible et que vous ayez les meilleures conditions pour travailler. Donc voilà, il y a un grand débat à avoir. Donc je pense que ces réunions-là seraient intéressantes. Et moi, ma question, c'est comment aujourd'hui, en tant que maire de Seyss et nous en tant qu'élus, comment on peut plus vous aider pour avoir une interaction entre ces organismes. Alors l'État, c'est la nébuleuse parce que pour aller la toucher, c'est compliqué. Mais là, ça fait la Chambre d'agriculture, vous, nous, le Muretin Aglo, parce que le plan alimentaire de territoire que mène Madame Pitor, aujourd'hui, Seyss est bien impliqué sur notre ferme du Moulas et avec, bien sûr, un partenariat avec l'école de Purpan et les maraîchers du territoire. Comment on peut vous aider pour faire avancer, je dirais, nous en tant que citoyens, nous en tant qu'élus et vous en tant qu'agriculteurs, d'un même diapason. J'ai l'impression qu'on a des structures qui sont totalement autonomes et qui aujourd'hui n'arrivent pas à travailler ensemble. Voilà. C'était une question importante parce que j'entends en fait vos problématiques, on a les mêmes, alors qu'aujourd'hui on veut tous avancer dans le même sens. Voilà, merci. Je crois que Denis l'a un peu déjà évoqué. Je ne sais pas si on y retourne. Oh, j'ai pas ma carte de visite parce que j'ai perdu mes papiers juste hier, mais je vous la donnerai. Je vous trouverai les solutions. Elles sont très simples et c'est super simple. Je pense que le rôle des maires, vous avez des solutions hyper simples pour nous aider. Mais très simples. Et vous compliquez beaucoup la vie et vous nous la compliquez aussi. Et je pense qu'il y a des solutions très très simples pour... alors, les liaisons entre les structures, je suis élu à la Chambre d'agriculture, je suis un des vice-présidents de la Chambre d'agriculture. Là, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais, parce que c'est des structures administratives qui rentrent aussi dans des schémas électoraux à 2 balles, de syndicalisme à 2 balles, bon, comme ce qu'il va y avoir demain. Voilà. Et donc, mais en termes pratiques des agriculteurs, je pense qu'une écoute un petit peu plus attentive des agriculteurs, des problèmes, des besoins, de savoir les comprendre et de savoir les écouter. Alors, je comprends bien, beaucoup d'agriculteurs, c'est le rôle, parce que j'interviens aussi dans des écoles, c'est de former les gens à écouter les agriculteurs, puisque souvent, il faut entendre ce qu'on ne dit pas. C'est ça. Et voilà. Ouais. Bon, c'est un métier. Mais je vous aiderai si vous voulez. Moi, avec je plaisir. vous remercie à tous d'être venus, d'abord aussi nombreux. Et puis je vous remercie d'être venu témoigner parce que effectivement il y a de vrais enjeux autour du maintien de l'agriculture. Un certain nombre de personnes commencent à dire que la volonté serait de petit à petit réduire cette agriculture raisonnée et que vous essayez de promouvoir, et cette agriculture respectueuse que vous essayez de promouvoir. Moi je suis ravie de voir que, en tout cas, dans un espace aussi réduit que nos quelques communes, on a des agriculteurs qui essaient de travailler dans ce sens-là. Merci à tous d'être venus témoigner. Merci à notre géographe universitaire qui a bien voulu nous présenter la Mascar et ses contraintes et son environnement. Et puis merci à l'association Mille Pattes, à Frédéric Morisot, qui avait proposé de venir à la Mascar suite à une rencontre à Bon Repos sur Tronçonnel. On était allé chez Thierry Chebelin et on est ravis que vous ayez pu venir ce soir. Alors je tiens à dire que le buffet, sous la présidence d'Éric, on va se dépêcher, oui, je sais, ça fait un petit moment que tu me fais signe au fond, tout ça. Je sais, mais les débats, l'intérêt, je ne vais pas couper non plus, tu vois. C'est un peu... il faut que tu en fasses plus, en fait, Eric. Il va falloir qu'on renouvelle. Voilà. Et donc, du coup, tous les produits qui sont présentés là sont issus de producteurs locaux, durables, etc. Donc, alors, et l'État, qui ont été fournis par Mme Rigolet, on peut le dire. Merci. Merci d'être venu et je vous invite à vous rapprocher des buffets.